Bonjour les élèves, aujourd'hui on va faire des révisions sur les lois de Kepler. J'ai choisi quelques questions qu'on trouve dans un exercice donné en 2014 aux Antilles, au bac S. Alors, comme d'habitude, on va faire un léger résumé de cours pour que vous compreniez mieux la correction de l'exercice. Les trois lois de Kepler en terminale S, c'est un petit peu synonyme de difficulté. Pour mieux vous les faire comprendre, on va les replacer en 1 ou 2 minutes dans leur contexte historique. Donc tout ça se passe au XVIIe siècle. Tout d'abord, vous remarquerez que ces trois lois sont empiriques. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, une loi empirique, c'est une loi qui est basée sur des faits expérimentaux. Ce n'est pas une loi qui est démontrée mathématiquement. Les trois lois que Kepler a exposées sont uniquement la conséquence d'observations astronomiques de l'époque. Tout commence vraiment environ 60 ans auparavant avec Nicolas Copernic. À ce moment-là, il existe plusieurs modèles planétaires. Il y a le système de Ptolémée, le système d'Aristote et d'autres. Ils ont tous un point commun, la Terre est au centre de l'univers et tout tourne autour. Dans la plupart de ces modèles, on considère même que le Soleil tourne en 24 heures autour de la Terre, ce qui explique le jour et la nuit. L'Église, à l'époque, s'accommode très bien d'un système où Dieu aurait placé la Terre au centre du monde. Copernic développe le système héliocentrique. Le nouveau centre du monde, c'est le Soleil. Tout tourne autour du Soleil. Il publie ses travaux sous la forme d'un ouvrage. Il a la bonne idée de mourir la même année. Il évite ainsi de se faire taper sur les doigts. Dans le système de Copernic, les planètes décrivent des trajectoires circulaires uniformes avec pour centre le Soleil. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures, ce qui explique le jour et la nuit. Une sphère céleste qu'on appelle la sphère des fixes, censée contenir les étoiles, entoure tout ce système. Bon, maintenant on sait que ce système contient quelques erreurs. Le Soleil n'est pas vraiment le centre du monde. Contrairement à ce que Copernic pensait, les planètes ne sont pas accrochées à des sphères cristallines et les trajectoires ne sont pas vraiment des cercles. Malgré tout, c'est une véritable révolution. Mettre le Soleil à la place de la Terre comme centre du monde, c'est une idée originale qui peut vous attirer un grand nombre d'ennuis. Un des premiers à le découvrir est l'Italien Giordano Bruno, brûlé vif par l'Inquisition en 1600. L'Église finira par interdire le livre de Copernic en 1616. 1633, c'est le procès d'un autre grand admirateur de Copernic. Il s'agit de l'Italien Galilée. Il sauve sa peau devant le tribunal de l'Inquisition en reniant toutes ses convictions. Il était un adepte avant l'heure de la célèbre formule de Georges Brassens. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les observations astronomiques qui ont conduit aux trois lois empiriques de Kepler sont celles de Tycho Brahe, un Danois observateur de génie qui construisait ses appareils bien avant l'invention de la lunette astronomique. 1600, il a l'idée du siècle. Il embauche le jeune mathématicien Kepler pour un petit boulot. Étudier la trajectoire de Mars et sa fameuse rétrogradation en se basant sur ses observations. Kepler va y passer 6 ans de sa vie. 1609, son observation de la trajectoire de Mars le conduit à la première loi, la loi des orbites. Vue du Soleil, c'est-à-dire dans un référentiel héliocentrique, la trajectoire des planètes n'est pas un cercle mais une ellipse. Le Soleil est l'un des foyers de cette ellipse. La même année, deuxième loi de Kepler, la loi des aires. Les planètes balaient des aires égales pendant des durées égales. Dans le schéma ci-dessous, imaginons que la planète mette 1 mois pour faire la trajectoire P3, P4 et P2, P1. Eh bien, cette loi nous dit que SA égale SB. Une des conséquences intéressantes, on le voit très bien sur ce schéma, c'est que la distance P1, P2 étant supérieure à la distance P3, P4, étant donné que la planète parcourt ces deux distances en 1 mois, on voit bien que pour que cela soit possible, il faut que la vitesse de parcours sur la trajectoire rouge soit supérieure à la vitesse de parcours sur la trajectoire bleue. Dans l'exercice du bac, on s'intéresse à une étoile qui tourne autour d'un trou noir. On voit bien sur cette vidéo qu'effectivement, lorsque cette étoile se rapproche du trou noir, qui est l'un des foyers de l'ellipse, sa vitesse augmente. 1618, la troisième et dernière loi de Kepler. Le carré de la période de révolution d'une planète est proportionnel au cube de la longueur du demi-grand axe de son orbite.
Alors attention, il s'agit de A, le demi-grand axe, et non de l'accélération. En écrivant cette formule sous une autre forme, on en tire une conséquence intéressante, plus A est grand, plus la période de révolution est grande, c'est-à-dire que les planètes les plus éloignées du Soleil mettent plus de temps pour faire le tour du Soleil que les planètes proches. Ainsi, si Mercure met seulement 88 jours pour faire une révolution, Neptune, la planète la plus éloignée, met 165 ans. Pour finir en beauté, 1687, soit 78 ans après Kepler, 144 ans après Copernic, Isaac Newton, le génie des génies, publie une des plus grosses œuvres scientifiques jamais écrites par un seul homme. On y trouve la loi universelle de la gravitation, les 3 lois du mouvement de Newton que vous étudiez en terminale S, et la démonstration mathématique des lois de Kepler. C'est une grande première pour les mathématiques et la physique. Pour la première fois, les mathématiques permettent de démontrer des lois existant dans la nature. Quelques années auparavant, Galilée avait dit « La nature est écrite dans un langage, et ce langage est mathématique ». Isaac Newton vient de lui donner raison de la plus belle des façons.